Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le mardi. Eh oui, mardi 10 février. Et on est en présence, vraiment honoré par sa présence, le candidat sans étiquette. On va laisser à discuter, on va dire. Ça se discute pas. Ouais. Non, ça se discute. Je vais vous dire pourquoi. Maintenant. Parce que mon nom, là, vous l'avez pas encore dit. Monsieur Olivier Galzi. Voilà. Si, j'ai dit Monsieur Galzi, mais alors Monsieur Olivier Galzi est candidat pour les municipales d'Avignon. Monsieur Galzi, il est né en Tunisie, donc il y a quelque chose en commun avec nous. Hein. Donc ça, c'est très 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 important. Mais apparemment, vous ne mettez pas au devant, comme je dirais, entre parenthèses, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui à chaque fois rappelle, je suis né à Tanger, même si son parti, il est anti-marocain. Ouais. Mais on reviendra après. Vous voulez dire que je suis pas mélenchoniste, je vous confirme. Comme moi, comme moi. En tout cas, Monsieur Olivier Galzi, qui est, moi j'ai fait connaissance avec lui, c'était dans les années 90, avec bien sûr William. C'était vraiment la bonne époque parce que il présentait Télématin avec William. L'émergé. Oui, l'émergé. Voilà. Oui, après, c'est toute une histoire avec William Lémergie parce que il a divorcé avec France 2. Par contre, il s'est marié avec Sophie, on va dire d'avant. Mais ceci dit, franchement, c'était une très bonne ambiance, je me rappelle. Et Télématin, ça commence à 6h30. Hein, et il fallait à Paris pour arriver très tôt. 3h30. Ouais. Exactement. En tout cas, je garde un très bon souvenir. Même ma tante, elle aimait bien, surtout que il présentait le journal de dimanche. Et bon, ma tante, elle s'intéressait surtout à la météo, mais bon, elle regardait France 2. Monsieur Galzi, donc, qui est candidat au municipal, et il nous a honoré par sa présence pour lui et pour nous permettre de lui poser des questions au nom de tous les Avignonnaises et Avignonnais, et aussi, je dirais, de la diaspora franco-marocaine. Voilà. Donc, j'aimerais bien en quelques mots rajouter de votre part comment vous vous présentez en quelques mots. Juste, vous pouvez rajouter quelque chose? Oui, 20 ans journaliste à la télévision, vous l'avez dit. Et puis ensuite, 7 ans chef d'entreprise à la tête d'un groupe de 1200 personnes pour lequel j'ai travaillé à faire ce qu'on appelle de l'attractivité des territoires. C'est-à-dire que mon métier était de faire en sorte que les territoires brillent et rayonnent, notamment à travers leurs infrastructures, que ce soit des ports, des aéroports, des sites culturels et touristiques. Et donc aujourd'hui, je souhaite mettre ma double expérience de journaliste et de chef d'entreprise au service de l'attractivité des territoires pour mon territoire à moi, qui est la ville d'Avignon, dans laquelle je suis arrivé à l'âge de 7 ans, dans laquelle j'ai fait toutes mes études, primaire, collège, lycée, premier cycle universitaire. Vos parents sont enseignants en plus. Oui, ils sont enseignants à Avignon. Donc, maintenant, ils sont à la retraite. C'est des collègues, oui. Oui. Ouais. Ils étaient dans quel établissement? Alors, ma mère, elle était au lycée. Oui. Elle était à Roumanie. À Roumanie. Et puis René Char. Oui. Et puis mon père était lui. René Char, parce que Roumanie c'est le collège, puis après donc elle est partie à René Char, le lycée. C'est ça. Et Maria Cazares aussi, elle a fait. Ah d'accord, le lycée professionnel. Lycée professionnel. Oui, oui. Et puis mon père, lui, il était géologue, donc professeur à l'université des sciences d'Avignon. Voilà. D'accord. Ça, c'est très important. Hein, là où il y a maintenant la Villa Créative. Oui. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, qu'on sortait des cours, je venais on arrivait dans son bureau, oui, et puis on rentre ensuite à la maison. Et aujourd'hui, c'est devenu la Villa Créative. Mais je dirais, à quel moment vous vous êtes dit, je vais m'engager, je vais me présenter comment c'est venu l'idée en fait, d'être maire? Parce que je vais vous dire quelque chose, juste une petite parenthèse. Apparemment, maire, ça attire pas plus beaucoup de monde maintenant. C'est ce que ma mère me dit. Ma mère me dit, mais pourquoi tu veux être maire? Il n'y a plus personne qui veut être maire aujourd'hui. C'est malheureux. J'ai dit, justement, je veux être maire parce que c'est très important pour une ville, et en l'occurrence là pour la mienne, et que effectivement, on a une démission des citoyens qui n'ont pas envie de partir au front, parce que c'est vraiment une bataille qu'il faut mener, et que ceux qui se présentent, en revanche,
on n'a pas envie d'eux en fait. Oui, Voilà. malheureusement. C'est des gens qui sont là depuis trop longtemps Ouais. pour des trop mauvaises raisons. Oui, Et donc moi, je viens d'arriver, je suis là pour des bonnes raisons, et donc c'est la Ouais. raison pour laquelle je me présente. Et la bonne raison, c'est que quand je suis revenu il y a quelques années, il y a 8-10 ans de ça maintenant, Ouais. je me suis réinstallé avec ma femme, mes enfants, mes filles ont été scolarisées à Avignon, Ouais. et que j'ai vu l'état dans lequel était la ville, Ouais. par rapport à ce que moi j'avais connu quand j'étais enfant et adolescent. Je l'ai revécu donc en tant qu'adulte cette Ouais. fois-ci, Ouais. et je l'ai vécu à travers les yeux de mes filles qui, elles, grandissaient dans une ville Ouais, qui était ouais, franchement pas optimale. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Et on était nombreux à se le dire. Et là, j'arrive à une période de ma vie où j'ai la possibilité de le faire parce que le groupe que j'ai dirigé a été revendu. Donc, j'avais le choix. Soit je continuais une autre aventure économique, soit je me lançais dans cette, j'allais dire, dans ce défi, parce que c'est un vrai défi. Mais je crois qu'on peut faire quelque chose pour Avignon, parce qu'Avignon mérite d'abord qu'on s'occupe d'elle. Et puis, Avignon est une très belle ville qui ne brille pas assez, et je pense qu'on doit pouvoir la faire briller. Malheureusement, c'est vrai. Et c'est vrai. Je dirais, l'avantage avec vous, c'est que vous traînez pas de bouteilles. Non. Et ni de casserole. Ni l'un ni Parce l'autre. que j'ai assisté aussi au meeting de Monsieur David Fournier et il vous reproche d'être un novice. Vous arrivez, vous connaissez pas, alors que... Ouais, c'est sûr que lui, c'est un professionnel de la politique. Moi, j'avais des vrais métiers avant. Ouais, c'est Oui. vrai. Mais vous aussi, par contre, vous êtes professionnel de la communication, c'est votre point fort, ça tout le monde le reconnaît, et c'est très important aussi pour votre campagne. Ben, bien sûr, parce que ce qu'on demande à un maire aussi à un moment donné, c'est d'être capable de parler de sa ville, et de bien en parler, pour donner envie aux gens de venir, de venir s'y installer, de venir la visiter, de venir investir à l'intérieur. Et le problème, c'est qu'à Avignon, il y a beaucoup de bonnes choses, mais personne n'est capable de le dire. Voilà. Donc être un bon communicant pour moi c'est pas un problème, c'est au contraire un atout. Et ceux qui me reprochent effectivement d'être un novice en politique, j'ai envie de leur dire c'est mon avantage par rapport à eux. C'est-à-dire que moi je ne viens pas pour toucher une indemnité, je ne viens pas parce que je sais pas quoi faire d'autre de ma vie, je viens parce que j'ai envie de travailler pour ma ville, voilà. Et que c'est pas un métier pour moi, c'est une mission. C'est pas exactement la même chose. Bravo. En tout cas, moi j'aimerais bien parler aussi de Samira Moussa qui vous soutient et bien sûr. Elle dit non, elle dit non. Pas pour le moment. C'est vrai, il y a des chefs d'entreprise qui ont des questions à poser aussi. Exact. Et surtout, j'aimerais bien donner la parole à mon ami Kader Guettaf qui connaît de la bouteille, on va dire. Mais il n'a pas de casserole. Non, il s'y connaît en politique, je veux dire, locale. Et c'est pour ça que j'aimerais bien lui donner la parole, parce qu'il a beaucoup de questions à vous poser. Mais je tiens à préciser que c'est très bien d'avoir une expérience politique, hein. C'est pas un reproche. C'est juste qu'à un moment donné, quand ça commence à se transmettre comme une charge héréditaire de mère en fils, j'ai envie de dire, là, ça peut commencer quand même à poser quelques questions. Parenthèse par rapport à Paul-Roger Gontard, vous êtes au courant? Qu'il renonce, oui. Oui, qu'il renonce, voilà. Ça, et vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Ça serait bien. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour vous? D'abord, il fait ce qu'il veut, premièrement. Mais ce que je constate, en tout cas, c'est qu'il a négocié pendant un peu plus d'une semaine avec Monsieur Fournier. Et que, visiblement, la négociation... C'est ce qu'il a dit ce matin. Hein. Si, il a dit ce matin que la négociation n'avait pas abouti pour deux raisons. La première, c'est que Monsieur Fournier n'a pas été capable d'être clair sur le fait qu'il ne s'allierait jamais avec LFI. Et Monsieur Gontard, si j'ai bien écouté ce qu'il a dit, a une conception de la gauche du gouvernement qui n'est pas celle de LFI. Donc, à partir du moment où il se disait « je risque de rejoindre un candidat qui, entre les deux tours, va fusionner avec LFI », et je pense que c'est ce qui va se passer, effectivement, il n'était pas très à l'aise. Donc, à partir de là, il s'est retiré du jeu. C'est tout à son honneur. Et je crois qu'il a raison quand même de rappeler que moi, je pense pas qu'on puisse dire que je suis quelqu'un de gauche, encore qu'il y a des bonnes idées à gauche et que je suis capable de les prendre. C'est pas mon camp, j'allais dire. Vous ne pouvez pas assumer que vous êtes de droite. Parce que on s'en fout en fait. Oui. Pour une ville, on s'en fout, vous voyez. Et ça veut dire quoi assumer que je suis de droite? J'aime l'entreprise, alors peut-être que ça fait de moi quelqu'un de droite. J'aime la liberté. En général, à gauche, on aime plutôt l'égalité. Moi, j'aime plus la liberté parce que donc peut-être que ça fait de moi quelqu'un de plus à droite. Mais ce que je veux dire, c'était pas ça. C'est que la gauche a toujours porté. Et la gauche, en particulier le Parti Socialiste, puisqu'il est candidat du Parti Socialiste, Monsieur Fournier, a toujours porté, historiquement, des valeurs universalistes, des valeurs de laïcité, que ne porte pas aujourd'hui LFI. Et je pense qu'être prêt, quand on est socialiste, à s'allier avec LFI, à mon avis,
c'est, On se posait des questions. Jaurès et Blum se retourneraient dans leur tombe, quoi. Voilà. Et je pense que c'est ce que Gontard a refusé. Et à mon avis, il a bien fait. Particulier de vous poser des questions alors qu'en général c'est vous qui posez des questions. C'est vrai, mais ça vous fait quoi d'être dans ce rôle-là? Eh ben, ça me repose. Oui, déjà. Non, mais je veux dire, sinon, je suis obligé de travailler quand je pose des questions. Non, mais là, du coup, c'est vous qui devez travailler. Très bien. Moi, j'aimerais aborder avec vous deux sujets. Un sur la dimension purement politique, et ensuite sur le programme. Quand on se présente pour être à la tête de cette ville, c'est qu'on est aussi porteur d'un projet. Et que c'est important, les gens qui nous écoutent, de savoir un peu quel est votre programme ou comment vous voyez Avignon dans les 5-10 ans, en fait. Déjà, au niveau politique, le frère te posait la question, vous posez la question, excusez-moi de vous tutoyer. Non, mais vous tutoyez. Sur la dimension, l'étiquette, elle importe peu pour la mairie, ça, c'est connu. Ouais. Mais pourquoi, selon vous, les adversaires veulent absolument vous accoler une étiquette? Une étiquette, mais ça, c'est une vraie question. Je me pose la même question quand je vois mes filles ados qui veulent absolument acheter des habits avec des étiquettes. D'accord. Avec des marques qui sont visibles dessus. Non, parce que pourquoi tu veux faire ça? Alors, je sais pas. Mais il y en a qui ont besoin de cette alternance. Ce que je veux dire, c'est peut-être une forme de préadolescence de la pensée politique, en fait. J'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Moi, ça ne m'intéresse pas, l'étiquette. L'étiquette ne m'intéresse pas. Et comme j'en ai pas, c'est pour ça que je dis pas que est-ce que je suis de droite, est-ce que je suis de gauche, est-ce que je suis machin. Certains disent c'est le macroniste de service parce qu'il n'est pas de droite et qu'il n'est pas de gauche. C'est en même temps, en fait. Donc, du coup, je suis en même temps les deux. À droite et en même temps à gauche. Mais en fait, tout ça ne m'intéresse pas. Donc, ceux qui veulent dire que je suis de droite, ils disent que je suis de droite. Je suis sûr que je suis trop de gauche pour plein de gens de droite qui, eux, diront que je suis de gauche. S'il y a des gens qui ont envie de dire que je suis macroniste, si ça leur fait plaisir, ils devraient quand même un petit peu regarder parce que il y a un parti qui s'appelle Renaissance que vous connaissez bien et qui ne va pas du tout apporter son soutien. Oui. Et en l'occurrence, son référent municipal n'est pas du tout dans mon équipe. Et j'ai cru comprendre même qu'il est en train d'essayer de faire des alliances avec d'autres personnes pour créer une liste d'un moment. Donc, je ne suis pas macroniste, je ne suis pas LR, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas... Vous êtes un homme libre, en fait. Mais merci. C'est ça. J'ai cherché ma conclusion parce que j'aurais pu dire... Mais je suis un homme libre. Et le premier mot, effectivement, de mon affiche électorale, c'est la liberté. Voilà. La liberté de dire, le courage de faire. Je crois qu'il y a deux choses qui me caractérisent, c'est que je suis un homme libre et qu'ensuite, j'ai aussi du courage. Mais est-ce que vous voulez dire c'est ça que je me présente à Avignon. En fait, vous voulez dire qu'on ne gère pas d'une manière efficace une ville avec de l'idéologie, mais avec une envie, un projet, etc. Tout à fait. En fait, le problème... Si j'ai bien compris. Hein. Vous avez très bien résumé, c'est-à-dire que le problème des partis, en fait, c'est que ils n'ont un intérêt que partiel. Celui dans le champ, j'allais dire, de leur idéologie. Et donc, par exemple, quand la majorité sortante a décidé que les voitures, c'était pas bien, parce que dans ce mouvement de pensée-là, on dit la voiture, c'est pas bien. Donc, on va pas se poser des questions sur ce que un plan Faubourg va générer comme circulation. On va pas se poser la question de savoir ce que ça va générer sur l'économie, sur la perte d'attractivité. On le fait parce que on est de gauche et que quand on est de gauche, la voiture, c'est pas bien. Bon, moi, ça, je trouve ça idiot. Quand la majorité sortante ne fait pas de sécurité parce qu'elle pense que la sécurité, c'est un truc de droite, je trouve ça idiot. Voilà. Alors moi, je sais pas si dans les quartiers, les gens, ils sont à gauche ou à droite, mais ils ont tous envie d'avoir de la sécurité. Alors, tout le monde reconnaît aujourd'hui que vous faites une campagne très, très intéressante. Merci. En termes de communication, ça a été évoqué. Sur le fond aussi. Oui, non, mais je veux dire, vous arrivez, on sait qu'aujourd'hui vous êtes candidat. Beaucoup d'Avignonnais, c'est dans ce sens-là que vous avez réussi en termes de communication, vous dire que je suis là, et je suis porteur d'un projet. Après, on regardera le projet en détail. Donc, vous faites une campagne très intéressante, très, très dynamique, d'une manière générale. Maintenant, on va se projeter au premier tour, si vous voulez bien. Donc, vous allez vite en besogne. À un moment donné. Dans 5 semaines. Ouais, mais c'est la finalité. À un moment donné, vous êtes confronté au premier tour, que vous vouliez ou pas. Je ne refuse aucune question. En tant qu'ancien journaliste, je n'ai pas le droit de refuser les questions. Bon. Je vous écoute. Très bien. Donc, si on se réfère aujourd'hui au sondage qui sort ici et là, on donne le Front National en tête, puis vous derrière, et après, nous avons les candidats de PS, LFI, etc., etc. Donc, en réalité, qu'est-ce qui va se passer si vous arrivez au premier jour de l'élection, au soir du premier tour? Le premier tour, je vais vous dire ce qui va se passer. Il va se passer exactement la même chose que la veille du premier tour. C'est-à-dire que j'ai un projet pour Avignon, en homme libre, sans étiquette, avec toute une équipe qui a envie de faire bouger les choses, et que donc nous nous maintiendrons au second tour exactement. Quelle que soit la place que vous avez. Exactement dans les mêmes conditions, et avec le même projet, et avec les mêmes personnes.
Voilà. Vous savez, des tractations, il y en a beaucoup des partis qui m'en ont proposé, hein. Oui. Voilà. Qui sont arrivés en me disant. Vous refusez toute tractation. Oui, alors moi, je vais t'apporter mon soutien, mais à condition que j'ai tant de place sur la liste et tant de maires adjoints et que tu me donnes la présidence de ceci et la direction de cela. Je les ai tous envoyés balader. Tous les gens qui sont sur ma liste sont des gens qui n'ont rien négocié. Et s'ils avaient des étiquettes, et il y en a pas beaucoup, mais s'ils avaient des étiquettes, ils les ont laissées au vestiaire, ils ont mis le dossard à Avignon. Donc vous refusez. C'est avec eux qu'on va continuer. Donc il n'y a pas eu de tractation avant, il n'y en aura pas après. Donc vous refusez toute négociation entre les deux tours. Je ne négocie rien. On ne négocie pas à Avignon. Voilà. C'est bien ça. Bon, très bien. Ma foi, on verra bien comment les choses vont évoluer. Oui, parce qu'il y a une candidature aujourd'hui qui pose beaucoup de questions, notamment la question de Fiori. Quand on regarde un petit peu ce qui, Et maintenant, je vous dis. Non, mais quand on voit ce qu'il propose, non, mais je sais pas, il y a des points de convergence. qu'est-ce que vous voyez qu'il propose, dites-moi. Ben non, mais sur la dynamique économique, je crois qu'il a oui, pas oui, mal oui. ancré. Je crois que vous aussi, vous êtes pour une dynamique économique, Il propose un créatrice d'emplois. Il propose un tunnel qu'il a chiffré à 300 millions d'euros, quand bien même ça serait 300 millions d'euros, on ne les a pas. Ouais. Donc d'ailleurs, maintenant, il a commencé à dire que ça serait... On disait pareil pour le tramway, monsieur Dalzy. 400 millions. Ouais. Non, mais comment ça, je disais pareil pour le tramway? Bah, le tramway sur Avignon, on disait aussi que, ma foi, il a coûté très cher, qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, nous avons un tramway qui circule à Avignon. Ouais, enfin, vous avez vu la gueule du tramway? Il sert à rien. Oui, non, mais je parle pas sur le fait de l'efficacité, Non, sur mais- le fait de dire Donc, que, on revient voilà. sur le tunnel. Oui. Le tunnel à 300 millions, d'abord, s'il devait se faire, il ferait pas 300 millions, il en ferait plutôt 500 ou 600. Je suis d'accord avec vous. Ensuite, il faudrait creuser tellement profond, parce qu'il y a déjà eu des études, figurez-vous. Oui. Parce qu'elle sort pas de nulle part, cette étude. Hmm. Cette étude, elle a été faite par le Grand Avignon. Ils Oui. sont arrivés à la conclusion qu'on ne pourrait pas le faire. Donc, il vaut mieux faire la Léo Parce que qu'il faire le fallait- parce qu'il tunnel. fallait trop profond. Et donc, il vaut Et- plus et- travailler sur la Léo? Ben, la Léo, elle existait. Elle était financée. Oui. Il y avait une déclaration d'utilité publique. Je connais, je travaillais dessus quand j'étais Donc, à un moment parlementaire. donné, il fallait juste mettre le coup de pioche avant Je que suis les d'accord. crédits ne repartent. Et puis les voisins. Donc, les inconséquents qui vous expliquent aujourd'hui, qui veulent résoudre le problème de la circulation qu'ils ont eux-mêmes créé, soit par le plan Faubourg, soit en enterrant la Léo, qui viennent se balader sur la rocade. Il paraît que M. Fournier était encore pas plus tard qu'hier sur la rocade, qui viennent expliquer aux 12 000 habitants de la rocade qui vont leur résoudre leurs problèmes alors que c'est eux qui les ont mis dans les vapeurs de camions. Moi, je trouve que c'est du foutage de figure, voilà, pour dire les choses gentiment. Qu'est-ce que vous proposez alors? Ben moi, ce que je propose, déjà, c'est que la DUP sur la Léo, elle n'est pas terminée. Elle va aller jusqu'au 31 décembre 2026. Oui. L'élection, c'est en mars. Oui. Voilà. Donc, il restera 6 mois Mhm. pour un maire qui va se retrousser les manches, qui va peut-être prendre son bâton de pèlerin, qui va aller à Marseille voir la région, qui va aller à Paris voir le ministère des Transports, le Premier ministre, le président s'il le faut, et qui va dire à un moment donné, ce qui se passe à Avignon, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont en train de suffoquer, de s'asphyxier, de générer des maladies. Et donc, on les mettra face à leurs responsabilités. Je vous dis pas que je vais gagner. Mais vous avez vu la campagne que je fais avec mes petites vidéos, là? Quand je Oui. fais le marché sauvage de Montclar, 500 000 vues. Bizarrement, Oui. ça faisait des années qu'il y avait le marché sauvage. Tout d'un coup, ça y est, il est interdit. Voilà. Oui. Ben, je pense que j'ai une capacité médiatique à un moment donné pour faire bouger les lignes. Alors, j'essaierai d'aller faire bouger les lignes et surtout, je mettrai tout le monde face à ses responsabilités. Moi, ma grande spécialité quand j'étais journaliste, c'est que celui qui était en face, il pouvait ne pas me répondre, mais le masque tombait. Bon, on va les faire tomber, les masques. Alors, dites-le. Vous êtes prêts à asphyxier 12 000 personnes sur la rocade? Dites-le. Mais dites-le bien haut, dites-le bien fort. Monsieur Galzi, Et là, tout d'un coup, vous allez voir. Peut-être que les crédits vont commencer à rebouger un petit peu. non, mais, En tout cas, c'est mon pari. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que pour refaire un nouveau tracé de la Léo, il faudra au moins 20 ans de discussion. Ouais. Mais dans 20 ans, pardon, vous peut-être, mais moi je serai plus là. Et les autres, ils seront déjà tous morts asphyxiés. Monsieur Galzi, C'est pas admissible. Bonne foi, bonne volonté, mais par exemple, Monsieur Cesarini, il avait la même volonté que vous. Et il a essayé, je sais pas, maintes fois, il me l'a même promis parce que j'ai eu un entretien. Oui, mais il a probablement eu une sincérité. Je le connais pas, donc je vais pas vous raconter d'histoire. Mais voilà, peut-être que si la ville y avait laissé la possibilité de s'inscrire dans un temps un peu plus long, il aurait peut-être réussi à faire des choses aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'arrive aujourd'hui et je vous dis pas que tout se fera dans un mandat de 6 ans. Et je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses dans un mandat de 6 ans. Et je pense qu'à horizon d'une dizaine d'années, on aura la capacité de transformer Avignon et surtout de la sortir de l'ornière dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Mais la Lyon, on peut évoquer la question de la sécurité parce que Bien je crois sûr. que c'est aussi un. Priorité numéro 1. D'ailleurs, pourquoi vous avez classé la question de l'insécurité
comme la priorité numéro un. Alors j'ai trois priorités en fait. Quand je dis un, je pourrais les parce que c'est la sécurité, la propreté et la circulation. Circulation, oui. Mais la sécurité me paraît particulièrement importante. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux faire, c'est rendre Avignon plus attractive. Et vous pouvez pas être attractif si vous pouvez pas vous balader dans la rue en toute sécurité. Voilà. Les jeunes filles qui sont seules à partir d'une certaine heure, qui n'osent plus sortir. Les personnes âgées qui n'osent plus sortir. Moi, je fais des réunions publiques. Au début, je les faisais à 19h. Plein de personnes âgées me disaient, je suis désolé, monsieur Gazier, on va pas venir, c'est trop tard parce qu'on a peur. Voilà. Bon, et ben ça, à Avignon, vous l'entendez aujourd'hui partout. Et puis, c'est pas seulement un sentiment. Pas seulement des gens qui ont peur, mais qui n'ont pas de raison d'avoir peur. Ce sont des chiffres. Moi, j'ai repris tous les chiffres du ministère de l'Intérieur. Criminalité, vol, agression, agression avec violence, tout ce que vous... Le jour de... D'accord. Ouais. On est... du meeting qu'on a reculé de 60 rangs. Alors, ouais. Le classement. Alors, ça c'est le classement des villes où il fait bon vivre, en effet. Ça, c'est la conséquence. C'est qu'en une année, on a perdu 60 places. Bon, donc, il y a un moment donné, on est sur un toboggan. Mon plan sécurité, d'abord, il n'y a pas assez de moyens humains. Donc on recrute 60 policiers municipaux et on redéploie les effectifs pour que les policiers soient pas dans des commissariats, mais dans la rue. Le policier, il doit être au contact pour communiquer, pour discuter, pour observer et pour sanctionner quand il faut sanctionner. Voilà. Et pour protéger. Donc les policiers dans la rue, on les redéploie et on en met plus. Premier point. Deuxièmement, on améliore le système de vidéoprotection, d'abord en augmentant le nombre de caméras, 100 caméras supplémentaires, et ensuite en faisant en sorte que ces caméras, elles fonctionnent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le parc des caméras de vidéoprotection de la ville, il y en a une 60aine qui en permanence ne fonctionnent pas. Et quand je vous dis qu'elles fonctionnent pas, c'est pas qu'elles sont tombées en panne hier et qu'on va les réparer demain ou à la fin de la semaine. C'est qu'elles fonctionnent pas pour certaines depuis des années. Donc là, on se pose une autre question. Quand une caméra ne fonctionne pas depuis des années, qu'est-ce qui se passe? Soit on est vraiment nul, soit on a pris un contrat avec un système de maintenance où le mec a pris l'argent, il est parti en vacances en Thaïlande ou je sais pas où, soit on n'a pas la volonté politique. Je pencherais plutôt pour la troisième solution, vous voyez, sur ce coup-là. Et donc, la troisième chose que je souhaite apporter sur le terrain de la sécurité, c'est une volonté politique qui n'a pas été au rendez-vous pour la raison dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est que comme c'était une mairie de gauche, la sécurité c'était de droite, ils n'ont pas voulu faire une politique de droite. Moi, je dis que c'est de la bêtise parce que le peuple de gauche comme de droite à Avignon, il a droit à la sécurité. Autre mesure que nous souhaitons prendre, et ça c'est pour protéger nos agents municipaux et nos policiers municipaux, c'est de les équiper de tasers, de pistolets à impulsion électrique, parce qu'aujourd'hui ils ont des Glock. Heureusement qu'ils ne sortent pas tous les 4 matins pour tirer sur la population qui éventuellement leur fait des problèmes, parce que sinon ça serait bien pour personne. Donc en revanche, il faut pouvoir avoir une réponse graduée. Ça s'appelle des armes de catégorie intermédiaire. Ils les demandent, ils ne les ont pas, on va les leur donner. Une brigade cynophile aussi, parce que les chiens sont quand même assez efficaces. Et puis ensuite, demander peut-être aussi à la population de jouer son rôle, j'allais dire, de vigilance citoyenne à travers une application qui s'appellera Mon Avignon et qui aura un onglet sécurité. Et tous ceux qui le souhaiteront, c'est sur la base du bénévolat. Vous savez, c'est comme quand vous acceptez une application, quelle qu'elle soit, on vous dit est-ce que vous acceptez, par exemple, d'être géolocalisé. Bon, bah voilà, bah là, il faudra accepter d'être géolocalisé, ce qui permettra du coup, quand les gens lancent une alerte dans un rayon qu'on peut définir, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, hop, vous recevez l'alerte et du coup, vous vous dites, tiens, ça c'est dans ma rue. Donc, si vous êtes à l'étage, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez ce qui se passe, et s'il y en a 10, 15, 20 qui font la même chose et qui se mettent à gueuler, je peux vous dire que celui qui est en train d'agresser la personne, il va détaler. Et évidemment, dans le même temps où il y a une alerte, les policiers municipaux sont évidemment prévenus et ils interviennent, et c'est à eux d'intervenir, c'est pas à la population d'intervenir, je le précise. Et les alertes se déclenchent comment? Avec des boutons de sécurité que nous fournirons gratuitement à 1 millier d'Avignonnais qu'on va considérer comme étant prioritaires, les personnes âgées, les femmes seules, ceux qui se sentent en état de vulnérabilité. Voilà. Voilà le plan pour la sécurité. Tout ça est chiffré. 15 millions d'euros sur le mandat. Ça fait à peu près 3 millions d'euros par an. Je pense qu'à l'échelle du budget de la ville, si on n'est pas capable de mettre 2% du budget sur la sécurité, c'est que pour le coup, on n'a pas cette volonté politique et je considère qu'on passe à côté du sujet. Pour le plan Faubourg, vous faites quoi? Pour le plan Faubourg, on le revoit massivement. Voilà. Prenez l'axe Saint-Ruf, par exemple. L'axe Saint-Ruf, ça aussi, c'est de l'idéologie. Hein. On a décidé qu'on ne pouvait pas traverser d'est en ouest. Donc, ceux qui sont d'un côté et de l'autre, Sixtixnar, Mono, par exemple, hop, ils remontent. Ouais. Montclar, c'est pareil, mais je prends Saint-Ruf parce que c'est le top du top. Mais Montclar, tu as raison, effectivement. Mais alors, Montclar, c'est encore mieux parce que Montclar, on a privatisé une partie de la rue avec une borne. Oui.
Il paraît qu'il y avait des personnalités importantes qui vivaient là. Bon, alors, on réouvre déjà un axe est-ouest sur l'avenue Saint-Ruf. Ça paraît important. Et puis, on va enlever tous les sens interdits qui sont pris tous les jours par les gens du quartier. Parce que moi, je considère que quand des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes prennent un sens interdit tous les jours, c'est pas eux le problème, c'est le sens interdit, vous voyez. Et ça demande pas beaucoup d'efforts, hein. Un sens interdit, c'est des boulons avec une clé de 13, je crois, 13 ou 14, je sais plus, 13, voilà. Donc on va chez Brico, si on l'a pas dans le, au garage municipal, là, on achète une clé de 13, on les démonte, dans la journée, c'est plié, voilà. Donc il y en a quelques-uns comme ça, hein. Oui. Alors, j'aimerais bien qu'on passe à... Oui, il y a une question. Non, pourquoi J'avais une question sur la place de la ville d'Avignon au niveau du tourisme et au niveau des commerçants. Ouais. Qui est une problématique. Oui, vraie problématique. Voilà. Donc, qui est important parce que qui dit commerçant dit des vies, absolument. Il y a une vie, il y a un échange, une consommation. Il y a pas mal. Si je prends l'exemple de Superdry, je sais pas si vous connaissez ce groupe. Voilà, oui, ils sont partis, qui a fermé, etc., etc. Les restaurants qui sont en train de fermer, les petits artisans. Moi, je suis pas artisan, hein, mais on est quand même des consommateurs. Bien sûr. Et je trouve qu'il y a un échange quand même entre consommateurs bien sûr. Et il a rendez-vous aujourd'hui à 18h à l'hôtel Mercure avec le patronat. Oui. Normalement. Et pour terminer, excusez-moi. Je les ai vus hier matin, moi. Et pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que Avignon avait quand même été la capitale de la culture. Voilà, donc c'était quand même, elle avait une place très très importante. Alors, j'ai l'impression qu'Avignon est en train de couler. Mais bien sûr, mais c'est pas une impression, c'est factuel. Moi, je suis riverain, je suis né à Avignon, hein, donc je suis né à Avignon. Voilà, je suis même agent territorial, là, je veux te dire. Donc, voilà, donc je voulais avoir une réponse sur ça. Alors, tout ce que vous venez de développer, c'est ce qu'on appelle l'attractivité. Effectivement, Avignon est plus attractive. Comment on la rend attractive à nouveau sur la question du tourisme, par exemple. Eh ben, peut-être qu'il faut qu'on sorte c'est super d'avoir le festival, hein. C'est 3 semaines par an c'est génial, mais il y a 52 semaines dans l'année. Donc comment on fait pour étendre, j'allais dire, cette attractivité qui se concentre aujourd'hui autour du festival et puis ensuite sur le mois d'août, voilà. Et après il se passe quand même à peu près plus rien. On a des projets effectivement pour développer d'autres types de festivals. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les attractivités dans d'autres territoires dans la vie précédente dont je parlais, où j'étais chef d'entreprise. Et on utilise ce qu'on appelle les cultures de territoire. Il y a une culture à Avignon, c'est le côté médiéval. On est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, on pourrait imaginer, comme on l'a fait et favorisé à Nîmes. Moi, j'ai travaillé là-dessus sur les grandes journées romaines de Nîmes, les grands jeux romains. Ça cartonne et ça crée de l'attractivité. On pourrait avoir les grandes journées médiévales. On pourrait imaginer où tous les commerçants jouent le jeu, on s'habille en médiéval, les habitants jouent le jeu, on génère quelque chose. Regardez ce qui a été fait au Puy du Fou au départ. C'est l'histoire d'associations de bénévoles et des habitants qui font un spectacle qui aujourd'hui est un des spectacles numéro 1 au monde en termes de recettes et en termes d'attractivité. Donc on pourrait faire des choses comme ça. On a la ville à ciel ouvert, on a le potentiel. On veut faire un autre festival aussi au printemps qu'on appellerait Prima Luce, c'est-à-dire la première lumière, le retour de la lumière au printemps. Et là, on éclaire nos monuments avec 1000 lumières, avec 1000 chandelles pendant la nuit, avec des technologies modernes, peut-être avec des essaims de drones qui viendront reconstituer des parties de bâtiments, etc. Et on crée ce que j'appelle, moi, un coup de poing international, c'est-à-dire que ça crée une image qui va faire le tour du monde et qui va permettre à Avignon de briller, où les gens vont commencer à se dire, tiens, c'est quoi cette ville ? Peut-être que ça mérite d'y retourner. Donc ça, c'est la grande attractivité. Mais pour arriver à ça, il faut d'abord faire l'attractivité de base au niveau de la rue, la sécurité, la propreté et la circulation. Sinon, on n'arrivera pas à ce que je vous dis. Et puis, sur le commerce, vous avez raison, il y a énormément de commerces qui ferment. Moi, je vous parlais de l'axe Saint-Ruf tout à l'heure. 26 commerces fermés en un an. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, là, le quartier, il est juste en train de mourir. C'est aussi simple que ça. Il est en train de crever. Comme le centre-ville. Les pas de porte les uns après les autres. Et à chaque fois que la lumière s'éteint, dans l'obscurité, arrive le cortège de gens qu'on n'a pas envie de voir, on va dire. On va appeler ça comme ça. Voilà. Et donc, comment on fait là ? Eh ben là, je souhaite créer une foncière municipale, c'est-à-dire un outil municipal d'investissement pour racheter des baux commerciaux, pour racheter des murs et pour aller y placer des artisans, des commerçants qu'on a envie d'avoir, voilà, et qui vont proposer quelque chose. Par exemple, je pense aux meilleurs ouvriers de France, je pense aux artisans d'exception, ce qu'on appelle, parce qu'aujourd'hui il y a une culture de ça à Avignon. Et ça en plus, c'est des métiers, c'est des filières
On va pas en grande surface pour les trouver, on les trouve pas. On va pas sur Internet pour les trouver, on les trouve pas. Et l'intelligence artificielle, elle va jamais remplacer le geste de la main de quelqu'un qui travaille avec excellence. Et ça fait des filières pour nos gamins des quartiers. Puis on en a eu beaucoup, hein. Ça gagne de l'argent. Ouais, exactement, on en a. Et ça gagne de l'argent. Et il y a toujours du boulot. Et ça peut être une filière pour nos gamins des quartiers. Ah, surtout l'artisanat. Non seulement une filière économique, une filière d'emploi, mais aussi une filière de transmission de valeur, à un moment donné, de dépassement de soi, d'excellence, etc. Donc voilà le plan général pour essayer de redonner de l'attractivité à la ville. Alors, moi, je voulais vous dire que Avignon, juste 5 minutes. Avignon, c'est la population de cette ville. Je dirais, elle est plus pauvre que la moyenne en France. C'est vrai. Oui. C'est une population qui est vulnérable et qui vit d'une certaine manière grâce aux aides sociaux et de la solidarité. C'est vrai. Et c'est vrai qu'ils trouvent ça chez la gauche. Comment pouvez-vous convaincre cette population qui est vulnérable que vous n'allez rien changer par rapport à cette catégorie, je dirais. Alors, je suis d'accord avec votre première partie de la question, je suis pas d'accord avec la deuxième. Ouais. Première partie de la question, il y a une population qui est vulnérable et qui a besoin de solidarité, oui. Ils trouvent ça chez la gauche? Non. La gauche leur a fait croire qu'ils avaient effectivement le monopole du cœur et de cette solidarité. Et la réalité, c'est qu'elle a utilisé les outils sociaux, en tout cas moi je parle de la gauche avignonnaise, tel que je l'ai constaté aujourd'hui dans les faits, elle a utilisé les outils sociaux et les subventions pour faire ce que j'appelle du clientélisme politique, et pas nécessairement pour résoudre les problèmes de pauvreté, de précarité, et surtout pour donner des horizons aux gens. D'accord? Donc, c'est pas un monopole de la gauche. Moi, je suis un être humain, je suis un humaniste, je crois aux valeurs universalistes, et donc effectivement, on se doit, quand on le peut, de ne laisser personne sur le bord du terrain. La main tendue, c'est important. Mais pas la main tendue juste pour vous sortir la tête de l'eau, comme ça a été fait jusqu'à maintenant, et qu'on vous dise bien, ah, attention, tu vois, c'est grâce à moi que t'es pas en train de te noyer. Hein. Oui. Donc n'oublie pas, dans 6 ans aux élections, il faudra voter. Oui. Parce que sinon, on va te la repasser sous l'eau, la tête. C'est exactement ce qui s'est passé. Prenez les chiffres du logement social. Je vais vous donner 2 chiffres, je ne vais pas vous en donner 15. 80% du logement social à Avignon, c'est du PLAI, c'est-à-dire le logement hyper social. D'accord? Il y a des strates de logements sociaux. 80% de logements hyper social, tout en bas de l'échelle. 85% du PLAI dans le Vaucluse, c'est à Avignon. Quand on a dit ça, on comprend quoi? On a créé des poches de pauvreté, on a créé des ghettos. On va pas se mentir. Là, on a créé des ghettos. Voilà. Et il y a des gens qui vivent dans des ghettos. Et ces ghettos, ils ont été organisés par une politique, en l'occurrence, pas seulement de gauche, parce que la droite avait commencé avant. Donc pour le coup, ils n'ont pas le monopole là-dessus non plus. Mais la gauche a bien amplifié le phénomène pendant 12 ans, effectivement, où en fait, on a juste laissé les gens en état de respiration artificielle en leur disant bien, c'est moi qui te permet de continuer à survivre. Et ben moi, mon projet, c'est pas un projet de survie, c'est un projet de vie et d'évolution. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est dans un PLAI, il doit pouvoir à un moment donné se dire, demain, j'arriverai au PLS, c'est-à-dire un logement qui est un peu moins social, où le loyer sera un peu plus cher aussi, mais parce qu'on sera sorti avec un emploi et qu'on pourra commencer à aller dans un logement qui sera un peu plus décent, parce que les PLAI aujourd'hui, franchement, quand vous vous baladez dans certaines tours à la Barbière ou à Saint-Chamond, je suis désolé, mais c'est pas décent. Donc ça, en fait, c'est ni fait ni à faire. Et donc, dire à nos jeunes des quartiers aujourd'hui, on pourra avoir un vrai parcours et à la fin, ça pourra se terminer avec de l'accession à la propriété. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que de les maintenir en respiration artificielle avec une politique soi-disant sociale. Ouais. Mais pourquoi cette, je dirais, cette tendance que la culture... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Qu'est-ce qui a amené ça, quoi? D'abord, c'est pas les gens de la culture qui ont fait élire le député dont vous parlez. Donc, peut-être qu'il faut dire des noms. Ils l'ont soutenu. Donc, on est en train de, c'était en plein festival. On va parler du député LFI, Raphaël Arnaud, qui a été condamné pour violence en réunion. Exactement. Voilà. Bon. Donc, il dira qu'il n'a pas été condamné parce qu'il n'a pas fait appel, mais du coup, il avait fait appel, mais du coup, il a retiré son appel dans la condamnation définitive. Donc, effectivement, on a un député aujourd'hui qui est condamné pour violence en réunion. Bon. Ça me paraît, c'est incompatible avec la fonction. Exactement. Si ce monsieur avait un peu d'honneur, il démissionnerait. Voilà. Je referme la parenthèse. Vous êtes en train de me dire que ce sont les gens de la culture qui l'ont fait élire. Moi, j'en sais rien. Moi, je sonde pas les cœurs ni les urnes. J'en sais rien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a des gens qui ont cru en son discours. Et quelle a été sa campagne que vous avez bien suivie? Elle a été une campagne éclair qui a surfé sur de la misère, de la précarité,
de la colère et aussi sur une situation géopolitique où à un moment donné, ce monsieur, si j'ai bien La compris, Palestine. s'est baladé avec un drapeau palestinien et Ouais. ça lui a valu 95% dans certains quartiers. Ouais, c'est Bon, incroyable. si les Avignonnais ont envie de voter pour Gaza quand ils votent pour leur maire d'Avignon, je leur Ça- dis, ils se trompent d'élection. Malheureusement, Ils se c'est trompent d'élection. Ouais. Ce qui se passe à Gaza, c'est dramatique. C'est dramatique pour les populations qui vivent ça, mais ça n'a rien à voir avec le débat politique, effectivement, local. Voilà. Donc moi, l'élection qui m'intéresse, c'est la mairie, et je souhaite que tous les Avignonnais, tous les Avignonnaises, et je considère que dans les quartiers, y compris les personnes d'origine arabo-musulmane, sont avant toute chose des Avignonnais et des Avignonnaises, avant d'être pro ceci ou pro cela. Je pense qu'à un moment donné, le seul drapeau qu'on doit avoir, c'est le blason d'Avignon. Voilà. Vous avez parlé de sécurité, vous avez parlé de circulation. Vous pouvez dire deux mots sur la propreté, parce que c'est le troisième axe Ouais, en fait. troisième axe, la propreté. Ce qui a pêché sur la question de la propreté, alors ça c'est une spécialité de nos... Mais ça aussi c'est l'idéologie des partis en fait. C'est-à-dire que comme on avait une gauche qui était assez idéologique dans la ville-centre, les communes autour se sont dites ça va être compliqué de bosser avec eux, donc on va pas les laisser passer, on va prendre nous-mêmes la présidence du Grand Avignon, de l'agglomération. La logique veut qu'en général, ce soit le cœur qui batte le rythme du corps, on est d'accord. Bon, ben là, le cœur s'est fait ostraciser, écarter, et donc quand le cœur commence à se battre contre le corps, ou plutôt quand le cœur a généré des réactions du corps contre lui, et ben c'est tout le monde qui meurt à la fin. C'est ce qui vient de se produire pendant 12 ans, et c'est la raison pour laquelle on en est là. Et sur la propreté, il y en a un exemple flagrant, c'est que l'agglomération s'occupe de la collecte, la ville s'occupe de la propreté au niveau de la rue, et donc on assiste à des débats sans fin pour savoir qui doit ramasser le carton qui est au pied de la colonne qui normalement est collecté par l'agglo. Et là, je dis, on a atteint le summum de la débilité, quoi. C'est-à-dire que quand tout le monde regarde un carton, des papiers ou des poubelles pendant une semaine pour savoir qui doit les ramasser, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui se pose la mauvaise question. C'est, je le ramasse. Et comment on a... véridique, ce que vous dites. Mais oui, c'est la vérité, mais c'est c'est- dramatique. Mais ça, en fait, ça vous fait rire, moi aussi, en fait, ça me fait rire. Non, mais ça me fait rire à la fin parce qu'on est tellement désarmés, quoi, par autant de bêtises. Et donc, on vous explique doctement. Alors là, il y a les experts qui arrivent et qui commencent à me dire, là, vous savez, ceux qui vous ont dit que j'étais un novice en politique, eux, c'est Oui. des professionnels. Donc eux, ils disent, monsieur, vous confondez propreté et collecte. Mais monsieur, une poubelle, c'est une poubelle. Voilà, point final. C'est tout. Donc moi, je dis une poubelle, c'est une poubelle. Il faut la ramasser. Est-ce que vous êtes en train de remettre en question l'agglomération là? Non, je remets en question le fait que l'agglomération n'a pas été alignée avec la ville-centre. Et donc, mon souhait, c'est si je prends, effectivement, si je gagne l'élection à la mairie d'Avignon, je solliciterai le suffrage des communes autour pour qu'ils me portent à la présidence du Grand Avignon. Et je pense qu'ils le feront parce que j'ai parlé avec un certain nombre d'entre eux et qu'ils ont compris que cette confrontation entre la ville-centre et les villes autour n'est bonne absolument pour personne. C'est-à-dire que C'est l'ordre des choses. vous êtes conscient qu'aujourd'hui, beaucoup de compétences sont entre les mains de l'agglomération. Bien sûr. Et en termes de levier, le maire, malheureusement, parfois, il se trouve en Oui, difficulté face oui, à l'agglomération. oui, Donc, si oui. j'ai bien compris, Oui. votre élection, elle se joue aussi sur l'agglomération. Ben, il y a On trop ne vous de entend choses. pas beaucoup là-dessus, en fait. Ah, mais vous rigolez, je suis le seul à en parler. D'accord. Il y en a qui sont en train de vous expliquer, d'ailleurs, qui ne demanderont même pas la présidence de l'agglo. Ils sont en train de la négocier pour faire des alliances et pour essayer de gagner 3% avant le premier tour. Vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, Je fais pas ça. Je Que dis que parallèlement- le premier jour, je veux être président de l'agglo. très bien. Donc, parallèlement, vous faites campagne pour les municipales à Avignon. Et en même temps, vous faites une double campagne Bien sûr. pour Je suis viser la présidence de je suis en train de l'agglomération. rencontrer les maires de l'agglomération, bien entendu. Ceux qui souhaitent me rencontrer. Vous êtes dans cette dynamique-là. Hein. Ah bah, c'est ce que je fais. D'accord. J'en ai déjà rencontré plein, il m'en manque. Ah, si ils vous entendent, ils m'appellent, ils ont peut-être raté mon message, mais honnêtement, la plupart m'ont rencontré. Très bien. Alors, on vous a taxé qu'il n'y ait pas trop de diversité au sein de votre équipe ou un mot là-dessus, parce que j'ai vu quelques... Alors, quelques- alors, je vais vous dire. Alors d'abord, c'est peut-être pas sympa. Tu peux peut-être Samira. Merci, moi, je m'appelle Samira. Non, mais Samira, c'est tu peux pas... peut-être répondre. Non, madame, moi, je suis pas là pour vous dire que c'est vrai ou faux. On a, Je vous donne l'occasion de vous exprimer sur le sujet. On est alors, bien d'accord. on a des Nezra, on a des Samira, on a des Malika. Donc en fait, et ça m'embête de parler comme ça parce qu'en fait là, je tombe, j'allais dire, dans le piège qui m'est tendu. Voilà, Donc, c'est ça. je n'ai pas envie de faire parce que si j'ai une Samira Moussa avec moi, c'est pour cette compétence, d'accord? D'accord. C'est pas pour son nom, voilà. Que les choses soient extrêmement claires. Et le monsieur qui dit ça, on va donner son nom puisqu'il l'a fait publiquement sur les réseaux sociaux. C'est monsieur Rezouali, c'est ça? Mhm. Monsieur Rezouali, qui se permet donc, enfin moi, je serai vous, je lui en mets sur Internet. On a répondu. Sur Internet, j'irai. Donc ce monsieur considère que quand on a, parce que il parle d'une photo, hein,
Donc quand on a un faciès, donc en fait on doit se faire juger à son faciès musulman. C'est-à-dire que si moi j'avais par exemple un faciès musulman, ça voudrait dire que je l'ai pris parce qu'il a un faciès musulman. Non mais vous voyez le niveau de ghettoisation et de faiblesse de la pensée et de faiblesse d'analyse politique dans lequel ce monsieur se trouve, mais c'est du racisme à l'envers. Il mériterait d'être attaqué devant les tribunaux. J'ai d'autres choses à faire, j'ai envie de m'occuper d'Avignon. Mais il représente rien. Et d'ailleurs, au lendemain des élections, ces gens-là ne représenteront plus rien en réalité. Mais vous avez bien compris le sens de ma question, c'est pour vous permettre justement d'apporter une réponse, pas vous accuser de quoi que ce soit. J'ai compris, mais que ça soit clair. Ce qui m'agace en fait, c'est que ces gens-là vous donnent des leçons, sont prêts à expliquer que vous êtes raciste et qui vont vous le démontrer sur une photo, alors qu'ils tiennent un propos raciste. Voilà, moi ça me fascine. En tout cas, ça a le mérite d'être clair. Ça me fascine. Très bien. En tout cas, on vous remercie. Il y a mon ami Rolfo, il aimerait bien que vous dites juste quelques mots par rapport aux personnes âgées. Comment, voilà. Oui. Parce que c'est un sujet très difficile, surtout que... Il n'ose pas, il a dit Voilà. D'accord. Juste quelques mots, Alors, voilà. Vous vouliez préciser la question ou je réponds comme ça? Je réponds comme ça. Ok, c'est la même. Oui. C'est très important. Moi, vous savez, je suis un ancien journaliste. Et si j'étais journaliste, c'est parce que j'avais une conviction depuis très longtemps. J'ai 18 au bac en histoire. Je considère que les gens qui ne connaissent pas leur histoire et qui n'ont pas d'histoire n'ont pas d'avenir. Et l'histoire, c'est quoi? L'histoire d'un pays, c'est son histoire, mais l'histoire, à un moment donné, d'une personne, c'est ses parents, c'est ses grands-parents, c'est ses arrière-grands-parents. Quelqu'un qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir. Et donc, quand on a nos parents, nos grands-parents qui se retrouvent dans une position de solitude, de difficulté, on se doit de leur venir en aide. Aujourd'hui, l'évolution de la société fait que on a tendance un peu à oublier nos aînés. Je pense que c'est le rôle d'une mairie et d'un maire en particulier. Alors là, il y a plein de gens qui vont monter au créneau en disant mais il se prend pour le père de la ville. Mais en fait, quelque part, le maire, c'est aussi un peu le père. Si vous voyez ce que je veux dire, sans mauvais jeu de mots. Et donc, on se doit, à un moment donné, de s'occuper de nos aînés parce qu'ils sont l'histoire de notre ville. Donc, moi, mon idée, c'est de faire en sorte de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent rester déjà le plus longtemps possible chez eux, dans les meilleures conditions, et qu'on puisse aussi peut-être créer des passerelles intergénérationnelles. Le mot est un peu compliqué comme ça, mais par exemple, je pensais à la possibilité, pourquoi pas, de créer des incitations fiscales. Il y a des propriétaires qui ont plein d'appartements, qui veulent faire des logements parfois en courte durée. Bon, de dire, on va peut-être autoriser que vous fassiez un logement en courte durée, à condition que le deuxième appartement, vous fassiez un bail où il y a un senior, une personne âgée avec un jeune. Le senior parce qu'il est seul et le jeune parce qu'il n'arrive pas à trouver un logement, par exemple. Moi, j'ai dans mon programme plein d'idées à développer. Et j'ai les écoles, vous serez d'accord? Dans les écoles, ouais. Mais moi ça me paraît très génial. Il y a un endroit dans Avignon où le centre des personnes âgées que je suis allé visiter, qui appartient au centre d'action sociale de la ville, hein, et en face maison retraite. Ouais, voilà, tu la connais. Et c'est en face de la cour de l'école maternelle. Exactement. Et il y a une porte qui donne sur le jardin des uns et des autres. Ça, je trouve ça génial. On pourrait même, je sais pas s'ils le font, mais on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire que les gamins dans cette cour de récré, ils pourraient avoir un papy d'adoption ou un parrain ou une marraine. Ça va pas jusqu'à là. Mais je pense qu'on pourrait aller jusque là, en fait. Parce que c'est absolument génial, parce que de l'autre côté, ils chantent, il y a des chorales de seniors, ils apprennent à jouer de la musique, et donc ils pourraient échanger sur alors que les parents, bien souvent, ont des problèmes, après le travail pour aller les chercher, d'aide aux devoirs. On pourrait imaginer des choses comme ça. Mais moi, je pense que en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une société où les jeunes ne s'occupent pas de leurs anciens, c'est une société qui va mourir. Et concernant justement la portabilité des repas pour les personnes âgées, oui, il faut maintenir ça. C'est ce que j'appelle effectivement maintenir la possibilité de rester chez soi dans les meilleures conditions le plus longtemps possible. Ça, c'est clairement pas des choses qu'il faut couper, il faut au contraire les développer, bien entendu. Et là, vous voyez bien que le lien social, la solidarité, c'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure, un truc de gauche, c'est juste un truc d'être humain en fait. Voilà. Je pense qu'on peut être humain même si on est classé divers droite. Merci beaucoup, Monsieur Galzi. En tout cas, voilà, Monsieur Galzi nous promet que c'est un candidat du changement, on va dire. Ah, pour le coup, voilà, ouais, ça c'est sûr. Et voilà. En tout cas, on vous remercie. C'est un peu violent, mais moi j'aime bien. Et là, on rappelle que là, on est en plein cœur d'un quartier populaire, oui. Et c'était très très intéressant, vraiment cette discussion avec vous. On vous remercie beaucoup. Merci à vous de votre invitation. Très gentil.